Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette présentation qui va parler de l'authentification adaptative et de la gestion d'accès en général au service de l'approche Zero Trust. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Oussama Lafar. Je suis un ancien intégrateur de solutions de gestion d'accès. J'ai participé à plusieurs projets chez différents clients en utilisant différentes solutions. Aujourd'hui, je fais de l'avant-vente chez Ilex International. Donc d'ailleurs, je vais en profiter de la conférence pour dire quelques mots sur Ilex pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du Zero Trust. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner une définition simple. C'est quoi le Zero Trust et surtout le contexte d'apparition du Zero Trust et comment les fonctionnalités de gestion d'accès peuvent nous aider à implémenter cette approche-là. Ensuite, on va finir avec une démonstration sur la fonctionnalité d'authentification adaptative. Donc, je vais commencer par une petite présentation d'Ilex. Donc, Ilex International, c'est une entreprise française spécialisée dans la gestion des identités et des accès depuis plus de 20 ans, donc avec plus de 30 ans d'expérience dans le monde de l'IT. Donc aujourd'hui, on se base principalement, on va dire, sur le terrain, c'est-à-dire sur notre base client pour faire évoluer nos offres, ainsi répondre au mieux à notre clientèle. Donc Ilex, c'est une entreprise à taille humaine basée sur Asnières-sur-Seine, aussi sur Marseille et Lille. Donc c'est un acteur très actif dans les associations, donc tout ce qui est association club de la cybersécurité. Notamment, par exemple, nous sommes cofondateurs du consortium Exatrust, donc qui est un consortium d'éditeurs français de la cybersécurité. Nous sommes aussi un membre très actif du Clusif. Donc concernant nos clients, donc aujourd'hui, Ilex, c'est plus de 300 clients actifs. On va voir, enfin, on est présent sur différents secteurs, donc avec présence multisectorielle, notamment sur secteur public ou en privé. Et surtout, c'est qu'on va être présent chez des clients de différentes tailles. C'est-à-dire, on peut être présent chez des clients qui ont 200 utilisateurs, comme on peut gérer des millions d'utilisateurs chez d'autres. Donc, on va se positionner sur l'ensemble, sur la globalité du marché de la gestion des identités et des accès, avec des solutions de gestion d'identité, tout ce qui est gestion de cycle de vie des utilisateurs, des solutions qui vont implémenter des fonctionnalités telles que la gestion de workflow, la gestion de provisioning, tout ce qui est revue de droit, etc. Mais aussi des solutions sur la partie accès, des solutions complémentaires, donc la partie accès qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, donc avec des fonctionnalités telles que le Web SSO, la fédération d'identité, l'authentification multifacteur adaptative, etc. Mais aussi l'enterprise SSO qui nous permet de protéger les postes de travail. Nous avons aussi une solution SIAM. Donc le SIAM, c'est le Customer Identity Access Management. Donc cette solution, elle va nous permettre de gérer les clients de nos clients. Alors, on va rentrer maintenant, je vous ai présenté Ilex, donc on va commencer un petit peu à parler de l'approche Zero Trust. Alors, avant de parler de l'approche Zero Trust, je pense qu'il est très intéressant de voir le modèle traditionnel des données, ainsi de comprendre, de sécurité, pardon, modèle traditionnel de sécurité, et ainsi de comprendre dans quel contexte l'approche Zero Trust est apparue et pourquoi on s'est posé la question, on a dit que ce modèle-là n'est plus adapté. Alors, pour comprendre un petit peu, je vous invite à revenir un petit peu dans le temps. Par exemple, il y a 20 ans, comment on travaillait il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, un salarié, il arrive, un employé, il arrive à son entreprise. Déjà, il accède sur un poste fixe. Donc, il n'y avait pas de smartphone, pas de tablette donc il étudie. De toute façon, il n'existait pas encore de smartphone ou de tablette peut-être à l'époque. De toute façon, il n'y avait pas de smartphone, pas de tablette et surtout, il n'y avait pas de cloud. C'est-à-dire tout simplement qu'il va se connecter sur sa machine physique et quand il va accéder, par exemple, à sa messagerie ou à des applications ou à des fichiers, etc., donc pour faire son travail, ces services-là, ils vont être aussi stockés en interne, dans des data centers internes. Donc, naturellement, et tout cela, donc c'est-à-dire les utilisateurs, les ordinateurs, les ressources, etc., ils vont être naturellement protégés du monde externe, en général avec un pare-feu. Et naturellement, il y aura un établissement d'une zone de confiance. Donc, on va considérer que les utilisateurs, les périphériques, les ordinateurs, tous ceux qui se trouvent dans cette zone de confiance, ils auront la possibilité d'accéder
aux ressources, aux applications, aux fichiers, etc. Juste parce que ils sont dans la zone de confiance. Donc, contrairement à un utilisateur externe, par exemple, qui souhaite accéder aux ressources, bah, à ce moment-là, lui, il doit passer par le pare-feu ou il doit se connecter au VPN pour se retrouver dans la zone de confiance et ainsi pouvoir accéder aux ressources. Alors, la question qui se pose, c'est quel est le problème ou quels sont les problèmes que nous avons avec ce modèle traditionnel de sécurité. Alors, déjà, la première question, le premier problème qu'on peut noter, c'est que le monde a changé. Vous l'avez compris, je vous ai fait une petite description de comment un employé, bah, il se connectait, il travaillait avant, et tout cela a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, toutes les évolutions que nous avons connues, c'est-à-dire tout ce qu'on utilise va être basé, enfin, la majorité, on va dire, il y a de plus en plus de cloud, de solutions SaaS, c'est-à-dire tout simplement que les ressources, ça peut être la messagerie par exemple, ne sont plus forcément stockées dans des data centers internes, mais ils peuvent être aussi externalisés. Donc le système d'information, comme on l'a montré sur le premier schéma, donc qui est cloisonné, donc avec une zone de confiance, il n'est plus cloisonné, il est de plus en plus éclaté dû à l'utilisation massive du cloud. Euh, Aussi, les utilisateurs, ils ont changé, donc pas que le système d'information. Donc les utilisateurs, ils sont de plus en plus mobiles. Et je pense au contexte d'aujourd'hui déjà. Donc, je pense que les utilisateurs, ils sont plus dans la zone rouge que dans la zone verte. Et en plus de la mobilité des utilisateurs, il y a des techniques qui ont apparu, comme le BIOD. Alors, le BIOD, c'est quoi? C'est le Bring Your Own Device, c'est-à-dire que l'utilisateur, bah, il peut utiliser son propre smartphone, sa propre tablette, voire même son propre PC pour faire son travail. Donc, tout cela fait que le système d'information a changé, les utilisateurs ont aussi changé. Donc, ce modèle de sécurité, il n'est plus adapté, il n'est plus viable, parce qu'il considère, lui, que le périmètre de sécurité, c'est le système d'information. Il considère que c'est ça mon périmètre de sécurité. Donc ça, c'est le premier problème que nous avons avec ce modèle de sécurité. Le deuxième problème, qui est aussi, on va dire, très critique, donc c'est la notion de confiance en soi. Donc on a dit que les utilisateurs ou les entités qui sont dans la zone de confiance, là, ils ont le droit d'accéder, ils peuvent accéder librement aux ressources sans vérification supplémentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on leur fait confiance, ils sont dans la zone de confiance. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je veux me connecter, je suis en externe, je vais me connecter en interne sur le réseau local de mon entreprise, je vais me connecter, je vais traverser, par exemple, je vais utiliser un VPN pour me connecter. Et à ce moment-là, dès que je suis sur le réseau local, sur la zone de confiance, je vais pouvoir accéder aux fichiers, aux applications, à différentes ressources sans qu'il y ait une vérification supplémentaire. Et ça, on ne peut plus le permettre. Pourquoi? Parce que là, comme vous voyez, les chiffres que j'ai mis, ce sont des études de Verizon qui montrent, donc deux chiffres. J'ai pris que deux chiffres qui m'intéressent. Donc c'est le premier, il dit que le tiers des attaques impliquent des acteurs internes. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, bah, les acteurs internes, bah, ils sont dans cette zone de confiance, bah, ils peuvent accéder à tout. Donc voilà, donc c'est assez logique qu'il faut aussi protéger cette partie-là. On ne peut plus se permettre d'attribuer la confiance aux internes, comme quoi, enfin, ils sont en interne, ils vont rien nous faire. Alors qu'on voit que ici un chiffre qui dit que le tiers vient d'interne. Et aussi, un chiffre important, c'est aussi le tiers. Donc 30% ou le tiers des piratages informatiques, donc ils vont utiliser des identifiants volés. Donc ça veut dire quoi? Donc si moi quelqu'un ou un attaquant, bah, il vole mes identifiants VPN, dans l'exemple que je vous ai donné, bah, il va se retrouver dans la zone de confiance. Et puis il n'y a plus de vérification supplémentaire, bah, il fera beaucoup de dégâts, il va avoir accès à toutes les ressources, etc., sans que je puisse vérifier ou avoir un autre niveau de sécurité. Alors, comment on va régler tout cela? Donc, il y a 20 ans, donc on a commencé à réfléchir à un nouveau modèle de sécurité en profondeur en disant que celui-là, bah, de toute façon, il est plus viable avec l'apparition du cloud, etc., de l'évolution du système d'information. Donc, une équipe de travail américaine à la NIST a commencé à poser les premières briques, on va dire, du Zero Trust, il y a plus de 20 ans. Donc, cette réflexion autour du nouveau modèle de sécurité, elle a bien évidemment évolué pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui avec le Zero Trust. Alors, c'est quoi le Zero Trust? Donc, comme son nom l'indique, c'est zéro confiance.
Zero trust, ça veut dire je vais supprimer tout simplement cette notion de confiance qui me pose tous ces problèmes-là. C'est-à-dire je vais plus forcément faire confiance aux utilisateurs qui sont en interne, je vais tout le temps vérifier. Première chose, supprimer la confiance. Deuxième chose, tout le temps vérifier. Ça veut dire que pour mettre en place cette approche, il faut que je me base sur une vérification systématique, une vérification continue et surtout à chaque point d'accès. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui va utiliser ses identifiants VPN pour se connecter au système d'information, quand il va vouloir accéder à une autre ressource, il faut que je vérifie. On va voir après techniquement c'est quoi cette vérification, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les questions qu'il faut que je me pose. Et cela, bien évidemment, peu importe la localisation de l'utilisateur. Donc, l'approche Zero Trust nous dit que il faut qu'on vérifie tout le temps, il faut qu'on supprime la notion de confiance et il faut plus qu'on se base sur la localisation pour prendre des décisions. Donc, l'idée, c'est d'avoir une sécurité qui va être fine, granulaire et surtout une sécurité qu'on va essayer d'adapter à chaque ressource par rapport à la criticité, par rapport au contexte d'accès de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités de la gestion d'accès qui vont me permettre d'implémenter cette approche-là. On aurait pu parler, enfin le Zero Trust, c'est quelque chose de large, c'est-à-dire c'est un concept qu'on peut appliquer dans différentes parties. On peut l'appliquer par exemple sur la partie réseau, on peut parler de la segmentation réseau, de la DLP, des solutions DLP, des solutions par exemple de détection d'intrusion, etc. Aujourd'hui, on va pas parler de tout ça, on va parler de la gestion d'accès et comment, à travers les fonctionnalités de gestion d'accès, on peut implémenter cela et du coup vérifier à chaque point d'accès, peu importe la localisation, et aussi très important, pouvoir calculer les droits de l'utilisateur. L'idée, c'est de dire cet utilisateur, il aura le droit que à ces ressources-là. On va voir comment on peut faire ça avec une solution de gestion d'accès. Donc aussi très important à noter, donc aujourd'hui, avec le Zero Trust, il n'y a pas de normes, il n'y a pas encore de standard ou d'alliance fournisseur qui va me décrire techniquement c'est quoi le Zero Trust, etc. Pour moi, pas encore. Par contre, sur la partie gestion d'accès, il y a quand même un accord entre les différents acteurs sur les questions, sur les vérifications, sur les fonctionnalités que je dois implémenter pour suivre l'approche Zero Trust. C'est sur ça qu'on va se baser pour suivre cette présentation. Alors, donc on a dit, la première chose, le Zero Trust, le périmètre de sécurité, il a changé. Donc, je vous disais tout à l'heure que le périmètre de sécurité n'est plus le système d'information. Il peut plus être le système d'information avec l'utilisation massive du cloud, du SaaS. Donc, le système d'information, il est de plus en plus éclaté. Donc, c'est plus un périmètre de sécurité. On peut plus le considérer comme périmètre de sécurité. Donc, le nouveau périmètre de sécurité, ça va être l'identité des entités ou des utilisateurs. Donc, c'est sur l'identité que je vais me baser pour pouvoir implémenter justement cette approche Zero Trust et faire mes vérifications à chaque point d'accès. Donc, à chaque point d'accès ou à chaque fois que l'utilisateur veut accéder à une ressource, il faut que je me pose certaines questions. Donc, ces questions-là vont être déjà qui est cet utilisateur, quel est son rôle, quel est son profil, comment il a fait pour qu'on vérifie son identité, pour qu'il s'authentifie, qu'est-ce qu'il utilise comme périphérique, est-ce qu'il utilise un poste mobile, est-ce que son mobile il est jailbreaké, c'est quoi l'OS, c'est quoi la localisation, c'est quoi son adresse IP, etc. Donc je peux me poser pas mal de questions. Donc c'est ça l'idée, se poser des questions avant, de permettre à l'utilisateur d'accéder aux ressources. Donc, pour répondre à la première question, donc qui est très importante, elle peut paraître simple, qui est l'utilisateur. Donc pour répondre à cette question, donc la fonctionnalité qu'il me faut, c'est l'authentification. On va voir par la suite comment une solution de gestion d'accès peut me permettre d'avoir ce bloc fonctionnel qui est l'authentification. Donc, la deuxième chose, il faut savoir que l'authentification, aujourd'hui, on va le voir par la suite, on peut s'authentifier de différentes façons. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il peut s'authentifier en utilisant un identifiant mot de passe, comme il peut, par exemple, s'authentifier en utilisant son mobile avec une notification push qui arrive et du coup, c'est couplé avec la biométrie. Du coup, là, ce qu'on va considérer, c'est que le deuxième utilisateur qui a utilisé son mobile avec la biométrie, bien évidemment, il a utilisé un moyen qui est plus sécurisé que l'identifiant mot de passe. Et c'est là qu'on va parler de niveau d'authentification. Donc, le niveau d'authentification,
c'est la vérification du niveau d'authentification va me permettre de dire un utilisateur, il a utilisé le bon moyen par rapport à la criticité, par exemple, de cette ressource ou par rapport à son contexte pour accéder à cette ressource. Ou bien cet utilisateur, il n'a pas un niveau d'authentification, on va dire, qui correspond à la ressource qui va accéder. Donc, on va voir comment on implémente ça avec une solution de gestion d'accès. Le troisième bloc va parler de la vérification du contexte pour répondre justement à toutes les questions qui nous sont posées avant. Ça veut dire quel est, par exemple, le périphérique que l'utilisateur utilise. Est-ce qu'il utilise un mobile? Quelle est sa localisation? Quelle est son adresse IP? Etc. Après avoir fait tous ces éléments-là qui concernent l'authentification, donc je peux ensuite calculer les droits de l'utilisateur. Donc, si vous voulez, comment on va organiser ça? C'est qu'on va essayer de voir point par point comment une solution de gestion d'accès peut m'offrir l'authentification, la vérification du niveau d'authentification, du contexte et aussi calculer les droits et de répondre à la question est-ce que l'utilisateur il a le droit d'accéder à cette ressource. Donc, pour avoir tous ces blocs fonctionnels, il me faut, comme je vous ai dit, une solution de gestion d'accès. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente une solution de gestion d'accès. Donc, on prend en exemple, bien évidemment, la nôtre. D'ailleurs, notre solution, elle va s'appeler Sign and Go. Donc, c'est une solution de gestion d'accès de Global SSO. Donc, pourquoi Global SSO? Parce qu'elle va me permettre d'implémenter les fonctionnalités que nous venons de citer, authentification, la partie autorisation, vérifier le contexte, etc., sur des environnements de travail différents. C'est-à-dire, je peux avoir ça sur un environnement de travail, sur un environnement poste de travail, sur un environnement web, sur un environnement mobile. Elle va me permettre aussi d'enrôler tout type d'applications. Donc, il y a tous les techniques qui vont permettre d'enrôler toutes les applications. C'est-à-dire, si une application elle est compatible avec la fédération, je peux utiliser les normes de fédération. Si une application elle ne parle pas fédération, à ce moment-là, je peux utiliser du web SSO. Nous avons aussi des solutions pour enrôler les applications mobiles et aussi des solutions pour enrôler les applications clients lourds avec l'entreprise SSO. Ça, on va pas voir. Et aussi une solution de gestion d'accès se doit de m'offrir l'exhaustivité au niveau des méthodes d'authentification, ce qu'on va voir par la suite. Donc, elle doit me permettre de proposer à l'utilisateur plusieurs méthodes d'authentification, me permettre aussi d'élever le niveau d'authentification de l'utilisateur en lui proposant une méthode d'authentification avec un niveau plus élevé, etc. Alors, quels sont les rôles que la solution de gestion d'accès doit jouer pour justement implémenter le Zero Trust? Alors, déjà, on a dit que la solution, elle doit me faire de l'authentification. C'est-à-dire, elle doit vérifier l'identité de l'utilisateur. Là, on va utiliser un terme, c'est que la solution doit jouer le rôle de fournisseur d'identité. Elle doit, bien évidemment, à travers, comme on l'a dit, différentes méthodes d'authentification, me permettre de vérifier l'identité de l'utilisateur et ainsi être fournisseur d'identité. Elle doit me permettre de valider le contexte d'authentification et ainsi de pouvoir évaluer le risque d'une authentification et de dire est-ce qu'une authentification elle est risquée ou elle n'est pas risquée. Donc, elle va jouer le rôle d'évaluation de risque sur le processus d'authentification. Le troisième rôle, donc on va le voir, donc ça va être, je vais l'appeler, on l'appelle, en anglais c'est le PDP, le Policy Decision Point, c'est-à-dire que la solution doit avoir la capacité d'exécuter des stratégies et ainsi de prendre une décision. Donc sur la partie autorisation, c'est-à-dire après avoir authentifié l'utilisateur, on a connu qui est l'utilisateur, on doit répondre à la question est-ce que l'utilisateur il a le droit d'accéder à cette ressource ou bien on doit calculer ses droits et ainsi de lister toutes les ressources auxquelles il peut y accéder et les autres ressources auxquelles il n'a pas le droit d'y accéder. Donc rappelez-vous, 3 rôles importants qu'une solution de gestion d'accès doit jouer pour implémenter l'approche Zero Trust ou pour suivre le concept de l'approche Zero Trust sur la partie gestion d'accès va être fournir l'identité, ça veut dire fournisseur d'identité. Le deuxième rôle, évaluer le risque dans l'authentification, ainsi valider le contexte d'authentification d'un utilisateur. Et le troisième rôle, prendre une décision par rapport aux habilitations de l'utilisateur
Ainsi, j'avais utilisé un mot technique, c'était le PDP, Policy Decision Point. Voilà, c'est ça le troisième rôle. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de voir techniquement, donc à travers un petit peu notre solution et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va pas forcément faire quelque chose de spécifique à notre solution, mais je vais parler en général, enfin, sur les différentes solutions de gestion d'accès. Et on va voir comment, enfin, ces différents rôles peuvent être joués par une solution de gestion d'accès. Donc, le premier rôle, c'est, on a dit, fournir l'identité. Donc, la fonctionnalité de base va être l'authentification. Ici, l'idée, c'est de répondre, c'est quoi déjà l'authentification? Donc, l'authentification, donc tout simplement, comme on l'a dit, c'est vérifier l'identité de l'utilisateur. Donc, techniquement, c'est vérifier ses identifiants. C'est-à-dire, un utilisateur, il va se présenter avec des identifiants, peu importe leur nature. C'est-à-dire, on peut avoir des identifiants, un identifiant mot de passe, comme on peut avoir un certificat, une carte. Différentes façons d'authentifier l'utilisateur et du coup, une solution de gestion d'accès doit pouvoir s'adapter à la méthode d'authentification ou aux identifiants qui vont être utilisés par l'utilisateur et ainsi pouvoir les vérifier par rapport à une base ou à un annuaire, etc. Donc, cette authentification ou cette vérification d'identifiants, elle peut être simple en utilisant un seul facteur. Donc, quand je dis facteur, ça va être ce que je suis, enfin, pardon, on commence plutôt par ce que je sais, dire des identifiants, ou ce que je possède, ça peut être un téléphone ou une carte, et ce que je suis. Donc, en général, c'est la biométrie, empreinte digitale, biométrie faciale ou même veineuse. Donc, si j'utilise un seul de ces facteurs-là, l'authentification, elle est simple. Ça veut dire, je vais vérifier juste une seule méthode d'authentification. Si les identifiants ils sont corrects, je vais vérifier par exemple sur l'annuaire, etc. C'est bon, l'authentification elle a réussi. L'authentification, elle peut être forte. Ça veut dire que j'utilise plusieurs facteurs que je viens de citer. C'est-à-dire que je peux utiliser l'identifiant mot de passe en plus du mobile. À ce moment-là, je fais de l'authentification forte. Et du coup, l'authentification, elle va réussir si les deux moyens ou les deux moyens d'authentification vont réussir. Les deux vérifications d'identifiants vont réussir. Donc, le résultat techniquement d'une authentification va être un jeton, une session qui va être propre à l'utilisateur. Ça, c'est la première fonctionnalité indispensable de la gestion d'accès pour permettre l'implémentation du Zero Trust. Alors, comment ça se concrétise sur une solution de gestion d'accès, c'est-à-dire ces différentes méthodes d'authentification? Donc, on prend, comme je vous l'ai dit, l'exemple avec notre solution. Donc, notre solution, elle est globale, c'est-à-dire elle peut implémenter ces méthodes d'authentification sur différents environnement, c'est-à-dire sur un environnement web, sur un poste de travail, hein, même avant d'ouvrir la session Windows, ou sur un environnement mobile. Donc, on va trouver une exhaustivité, comme je vous ai dit. Enfin, toute solution de gestion d'accès doit me donner cette exhaustivité, comme la nôtre. Donc, la première, donc on a des méthodes d'authentification qui sont natives dans la solution, qui sont utilisables d'une façon standard, nativement. Donc, comme par exemple se baser sur un annuaire LDAP, sur une base SQL, faire de l'OTP mobile, faire de la carte contact, sans contact, du WebAuthn, du FIDO, etc. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont implémentées nativement dans la solution, mais aussi à la possibilité d'utiliser des technologies standards, par exemple, se baser sur un YubiKey ou Inwebo, RSA pour vérifier l'authentification ou l'identité de l'utilisateur. Alors, une solution de gestion d'accès va aussi permettre de déléguer l'authentification. Ça veut dire un utilisateur, je peux lui permettre à travers les normes de fédération d'identité de partir se connecter sur France Connect, sur Facebook, sur LinkedIn et ainsi déléguer l'authentification à un autre fournisseur d'identité qui va me transmettre l'identité de l'utilisateur et ainsi je peux vérifier cette identité-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'authentification. Donc on a expliqué c'est quoi l'authentification, quelles sont les différentes méthodes, qu'on peut avoir une authentification simple et aussi on peut mixer les différentes méthodes d'authentification pour faire l'authentification multifacteur. Mais donc la question qui se pose ici, c'est quand est-ce que je fais de l'authentification simple, quand est-ce que je fais de l'authentification multifacteur, c'est quand que je prends une décision. Donc c'est ça le plus important en fait pour implémenter le Zero Trust. Donc la fonctionnalité d'authentification n'est pas suffisante pour mettre en place le Zero Trust d'un point de vue gestion d'accès. Alors la fonctionnalité qu'il nous faut de plus, ça va être l'authentification adaptative. Ou aussi on peut l'appeler l'authentification contextuelle.
Donc, l'authentification adaptative va me permettre de mettre en place un processus d'authentification, donc un arbre de décision sur lequel je peux mettre en place des conditions. C'est-à-dire, je peux dire, si l'utilisateur il utilise une localisation que je ne connais pas, ben, je fais ça comme comportement. Si l'utilisateur il utilise une adresse IP qu'il n'a jamais utilisée, ben, je vais élever par exemple le niveau d'authentification. Si l'utilisateur il n'a pas enrôlé son mobile, je vais le forcer à le faire. Si, etc. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir, c'est de ce que faisaient les solutions de gestion d'accès, ils présentaient en fait les méthodes d'authentification d'une façon linéaire, c'est-à-dire on pouvait faire du multifacteur, on pouvait faire pas mal de choses, mais on ne pouvait pas avoir cette organisation d'arbres et du coup de conditions. C'est ça en fait la nouveauté ou la fonctionnalité, on va dire indispensable ou très importante pour dire que moi je suis en fait où j'implémente l'approche Zero Trust dans ma gestion d'accès. C'est d'avoir la possibilité d'avoir un arbre de décision et ainsi de pouvoir adapter les comportements durant le processus d'authentification. Donc, donc l'idée ici, c'est qu'on va se baser sur des conditions ou bien des critères. Donc en général, on va se baser sur des critères qui sont natifs dans les solutions. Comme la nôtre, par exemple, on peut vérifier l'adresse IP de l'utilisateur d'une façon native, aussi sa localisation, des informations sur l'utilisateur, quel périphérique il utilise, l'horaire, le niveau d'authentification, etc. Donc on peut se baser sur pas mal de critères, mais aussi la possibilité de personnaliser, donc on peut tout faire pour décider quel comportement ou qu'est-ce que je vais faire. Donc, comme je vous ai dit, l'idée c'est d'adapter, c'est l'idée du zéro trace, c'est de pouvoir adapter, avoir une sécurité fine et du coup adapter le processus d'authentification par rapport au risque. Dire l'utilisateur il a changé de géolocalisation, donc moi je vais élever le niveau d'authentification. Il a changé de PC, donc je vais je sais pas, faire autre chose. Par exemple, lui demander des informations complémentaires ou autres. Je peux rediriger, envoyer des alertes, lui interdire l'accès parce que je considère que l'accès il est très risqué, lui permettre d'accéder, etc. Donc je peux tout faire. Donc l'idée ici, c'est d'adapter le processus d'authentification au contexte d'authentification de l'utilisateur. Et c'est ça en fait la fonctionnalité qui va me permettre justement de mettre en place le Zero Trust d'un point de vue authentification. Donc, ce qu'il nous reste à voir, ce qu'il nous reste, le point qui va nous rester à remplir pour mettre en place le Zero Trust, ça va être, on a parlé de adapter le processus d'authentification, mais on n'a pas encore parlé de l'autorisation. Donc, on a dit qu'il faut être fournisseur d'identité, on l'a vu avec l'authentification. On a dit aussi qu'il faut pouvoir évaluer le risque et ainsi adapter ou valider le contexte d'authentification de l'utilisateur. Ça, on va le faire avec l'authentification contextuelle et adaptative. Mais on a dit aussi qu'il faut calculer les droits de l'utilisateur. Rappelez-vous, j'avais utilisé le terme PDP, Policy Decision Point. Donc, comment une solution de gestion d'accès peut me permettre de faire ça? Donc, tout simplement, techniquement, ce qu'on va trouver en général, on va trouver qu'une solution de gestion d'accès va me permettre de configurer des stratégies, en anglais des policies, des stratégies en français, qui vont me permettre de définir les ressources que je vais protéger, la liste des utilisateurs ou un groupe d'utilisateurs ou un profil ou des rôles dans certaines conditions. C'est-à-dire que quand un utilisateur, prenons un exemple, un utilisateur, il veut accéder à une ressource. C'est la première chose, quand la requête va arriver à ma solution de gestion d'accès, donc elle va chercher quelle stratégie elle va exécuter. C'est-à-dire elle va chercher par rapport à la ressource que l'utilisateur veut accéder. Dès qu'elle trouve la stratégie, elle va exécuter là où les stratégies qui correspondent à la ressource que l'utilisateur veut utiliser. Et ainsi, à travers cette stratégie, elle peut définir si cet utilisateur il fait partie du groupe d'utilisateurs qui sont permis d'accéder, qui ont la permission d'accéder à cette ressource. Elle peut dire est-ce que le rôle de cet utilisateur lui permet de le faire et surtout dans quelles conditions. C'est-à-dire l'utilisateur, il peut par exemple, on peut lui donner la possibilité d'accéder, mais on peut mettre en place des conditions et dire l'utilisateur, il n'a pas le droit d'accéder par exemple entre 20h et 8h du matin. Il peut accéder qu'entre 8h du matin et 8h du soir, par exemple. C'est-à-dire si l'utilisateur, il arrive, il accède à cette ressource-là à 21h, la stratégie va s'exécuter
et du coup, on va voir que la condition n'est pas réalisée, on va arrêter l'utilisateur. Donc, c'est ça l'idée en fait de la partie autorisation. Donc, pour finir, on va juste voir un tout petit exemple qui va concrétiser un peu tout ce qu'on a dit avant de passer à la démonstration. Donc, un utilisateur ici, dans cet exemple-là, un utilisateur, il va accéder à une application web qui est protégée par un agent. Donc, cet agent, enfin, je vous ai pas dit le deuxième rôle qui va avec le PDP. Donc, l'agent, je peux l'appeler aussi PEP, le Policy Enforcement Point. Donc, on va voir par la suite pourquoi. Donc, l'utilisateur, donc, il demande l'accès à la ressource protégée. Très bien. Donc, la ressource, elle est protégée par un agent. C'est juste comme exemple. Donc, l'agent, il va intercepter la requête et il va rediriger l'utilisateur vers la solution de gestion d'accès. Ainsi, la solution de gestion d'accès va jouer son rôle de fournisseur d'identité. Elle va authentifier l'utilisateur, vérifier, elle va jouer aussi son rôle d'évaluation de risque, elle va vérifier le contexte de l'utilisateur et elle va jouer son rôle de PDP, de Policy Decision Point, pour prendre une décision et dire si cet utilisateur il a le droit d'accéder à cette ressource ou pas. Donc, je vous ai dit que l'agent jouait le rôle de PEP, hein, juste pour information. Alors, un PEP, c'est juste l'élément ou l'entité qui va envoyer la requête d'évaluation de risque au PDP, au Policy Decision Point. Donc, l'agent va dire au PDP, cet utilisateur, il veut accéder à cette ressource-là. Le PDP, lui, il va exécuter ses stratégies et il va prendre une décision. Imaginons que ici, il va accepter, il va dire que l'utilisateur, il a le droit d'accéder. Donc, le PEP va s'occuper de transmettre cette décision-là et ainsi permettre à l'utilisateur d'accéder à la ressource qu'il a demandée. Donc, on va passer à la démonstration. J'espère que c'était clair. De toute façon, je vais après, on peut faire une petite séance de questions-réponses si on a le temps. Sinon, si on n'a pas le temps, bah, vous pouvez nous retrouver sur notre stand virtuel. Donc, je suis présent pour répondre à vos questions, que ce soit des questions par rapport à la présentation ou des questions par rapport à nos solutions, pour ceux qui veulent plus d'informations. Donc, maintenant, on va passer à une démonstration. Je vais vous expliquer donc la cinématique de la démonstration. Donc, nous avons 3 utilisateurs sur cette démonstration-là. Donc, le premier utilisateur, donc l'idée déjà, c'est que ces 3 utilisateurs, ils souhaitent accéder à Office 365. Et Office, il est protégé par notre solution, Sign & Go, par la fédération d'identité. Et du coup, le premier utilisateur, donc, il va utiliser une méthode d'authentification avec un niveau élevé, donc qui est le push mobile, pour accéder à un portail applicatif et ensuite accéder à Office. Le premier utilisateur, donc on lui a permis, c'est-à-dire on l'a mis par exemple dans un groupe qui va lui permettre d'accéder à Office. Du coup, quand la solution va exécuter la stratégie, l'utilisateur, il aura le droit d'accéder. Le deuxième utilisateur, lui aussi, la même chose. Il a le droit d'accéder à Office. Par contre, il va s'authentifier sur le portail en utilisant une méthode d'authentification identifiée en mot de passe, c'est-à-dire une méthode avec un niveau d'authentification assez bas. Le troisième utilisateur, lui, il n'a pas le droit d'accéder à Office. Donc, on va voir, il va s'authentifier en utilisant un niveau d'authentification élevé. Par contre, quand on va calculer ses droits, on va se rendre compte qu'il n'a pas accès. Donc, on va voir comment, à travers cette démonstration, la solution de gestion d'accès peut s'adapter à ces différents contextes. Alors, je vais lancer une vidéo. Voilà. Donc, la première chose, donc le premier utilisateur, comme je vous ai dit, il arrive, donc l'idée ici, c'est qu'il va partir vers un portail applicatif. Et avant, donc ce portail, il est protégé par la solution de gestion d'accès. Et ici, comme vous voyez, donc la solution, elle propose à l'utilisateur différentes façons de s'authentifier. Donc ici, c'est un peu exagéré pour la démo. Bon, on peut configurer moins, bien évidemment, 2 ou 3 moyens d'authentification. Donc ici, l'utilisateur, très bien, donc il va choisir un moyen d'authentification sur la liste par rapport aux moyens qui sont à sa disposition. Donc ici, il a choisi de le faire via son mobile. Donc il saisit son identifiant, bien sûr, pour qu'on puisse l'identifier, ainsi envoyer une notification sur son mobile à lui. Donc comme vous voyez, donc il y a une notification qui porte une transaction. Cette transaction, on peut l'utiliser comme trace d'authentification. Donc ici, l'utilisateur, il va s'authentifier en utilisant un niveau d'authentification élevé. Donc, comme vous voyez ici, c'est bon, il a validé la notification, donc à travers la biométrie qui est embarquée dans le mobile.
Donc, après avoir validé cette notification, il est directement redirigé vers la page, vers le portail applicatif. Et du coup, on a calculé ses droits, parce qu'on va voir que les autres utilisateurs, ils ont d'autres droits. On a calculé ses droits et on lui a listé les applications qu'il peut utiliser. Donc là, ici, ce qui nous intéresse, ça va être Office. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va partir directement sur Office pour utiliser ces services-là. Donc, il y a de la fédération, il y a une identité qui va être transmise de la solution de gestion d'accès vers Office et du coup, l'utilisateur, c'est bon, il y a de l'authentification unique. On a vérifié son niveau d'authentification. On s'est assuré qu'il a le bon niveau d'authentification, qu'il a le droit d'accéder à Office et du coup, on lui a donné accès à Office 365. Le deuxième cas. Alors, le deuxième utilisateur, comme on a dit, lui, il va utiliser pour accéder à son portail un autre moyen d'authentification. Donc, il va utiliser un identifiant mot de passe. Donc, il saisit son identifiant mot de passe. Donc, jusqu'ici, la même chose avec l'autre utilisateur. La seule chose, c'est que lui, il a d'autres droits. Ça veut dire qu'on lui a calculé ses droits. On n'a pas toutes les applications que l'autre. Par contre, il a Office, l'application qui nous intéresse. Il a le droit de l'utiliser. Par contre, cette application, comme je vous ai dit, on a considéré pour cette démo qu'elle est un peu critique. Et du coup, le niveau d'authentification qui est demandé pour accéder à Office va être élevé, par exemple 3 ou 4. Et si on considère que l'identifiant mot de passe a un niveau d'authentification qui est de 1 et le push mobile qui est de 4, du coup là, il y aura problème. Donc l'utilisateur, quand il va accéder à Office, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu élévation du niveau d'authentification. Donc voilà. Donc, il y a une élévation du niveau d'authentification. Donc, on va envoyer la même chose que tout à l'heure, donc une notification à l'utilisateur et du coup, il est authentifié. Donc, il a accédé aussi à Office comme le premier. Alors, le troisième utilisateur, donc comme on a dit, lui, tout simplement, c'est juste qu'il n'a pas accès. Donc, il va utiliser le bon niveau d'authentification. C'est-à-dire, il va utiliser l'authenticator, il va valider avec sur son mobile avec la biométrie intégrée sur le mobile. Et là, il n'y a pas Office. Et du coup, cet utilisateur, il est, se disant, intelligent, donc il va essayer de détourner le portail. Donc, il va accéder à Office directement en partant sur Office. Donc, il va saisir l'identifiant que l'entreprise lui a transmis. Donc, ici, il y a déjà un cercle de confiance qui est établi entre Office et notre solution de gestion d'accès. Donc, on va le rediriger vers notre solution. Et là, du coup, on a un message qui va lui dire, il est déjà authentifié. Donc, il a utilisé le push mobile pour s'authentifier. Donc, on connaît l'utilisateur. Donc, ici, on va lui dire que tout simplement, il n'a pas le droit d'accéder à Office. Donc, ici, on a utilisé les fonctionnalités de gestion d'accès d'une façon simple pour mettre en place l'approche Zero Trust. Très bien. Donc, voilà, c'était ça en fait la démonstration. Donc pour finir, donc juste on va récapituler un peu avec qu'est-ce qu'on peut gagner du Zero Trust. Donc comme je vous ai dit, la première chose c'est qu'on peut avoir une sécurité qui va être plus granulaire, plus fine, que je vais pouvoir permettre à l'utilisateur d'accéder à certaines ressources et de restreindre l'accès à d'autres par rapport à son profil, par rapport à son métier, par rapport à son droit. Donc, concrètement, à ce qu'on faisait en général avant sur le modèle traditionnel, on va permettre aussi on va permettre d'élever le niveau de sécurité parce qu'on va supprimer cette notion de confiance et du coup, les utilisateurs, ils n'auront plus accès à tout juste parce qu'ils sont dans la zone de confiance, parce qu'avant, il suffisait à un attaquant de se retrouver dans cette zone pour tout avoir. Donc, ça, c'est le deuxième gain. Le troisième gain, qui est très, très important aussi, c'est la productivité. Ça veut dire que ce sont des éléments techniques qui vont permettre aux utilisateurs de travailler, peu importe leur localisation, peu importe le périphérique qu'ils utilisent. Et ça, comme je vous ai dit, c'est ça le plus important. Donc, ma présentation, elle s'arrête là. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Je vais voir sur le chat si vous avez des questions. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, sur le chat, donc on a mis un lien. Si vous avez des questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il reste 5 minutes, donc on va libérer quand même la salle. Donc, si vous avez des questions, venez sur notre stand.
S'il le faut, on représente encore cette présentation. Surtout si vous avez des questions par rapport à nos solutions, on est prêt à vous les présenter sur notre stand virtuel. Merci beaucoup.